C'est encore et toujours un réel plaisir pour nous de vous retrouver pour suivre cette nouvelle livraison du magazine des questions environnementales et de développement durable, produit par la rédaction de l'agence Galaxy Media. Mesdames et messieurs, bienvenue au magazine RDC Environnement. Environ 17 millions de dollars, dont 12 millions apportés par le FONARED, 4 millions par l'Agence française de développement et environ 1 million par les fonds français pour l'environnement mondial. Tel est le budget prévu pour la mise en œuvre du programme de gestion durable des forêts, PGDF en sigle, dont le ministère de l'Environnement et Développement durable assure la maîtrise d'ouvrage. Ces programmes visent à maintenir en état la diversité biologique et les ressources forestières. Il entend également sensibiliser les parties prenantes et faire converger les vues sur les jalons forêts couverts par le PGDF ainsi que le processus de leur atteinte, à en croire la patronne de l'environnement, Eve Passaïba Massoudi. Il dispose désormais d'une loi spécifique qui protège et promeut leurs droits. Ce sont les peuples autochtones pygmées de la République démocratique du Congo qui ont célébré la promulgation et la publication de la loi numéro 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées. Mesdames et messieurs, voilà les sommaires de ces nouveaux numéros de votre magazine RDC Environnement. Le détail, c'est tout de suite. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Madame, Messieurs, ouvrons cette émission avec la Journée nationale de l'arbre célébrée le 5 décembre de chaque année. En marge de cette journée, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Passaïba Massoudi, a procédé au Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa au lancement officiel du programme de gestion durable des forêts, PGDF. Objectif, améliorer la visibilité du programme. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale CAFI, visant la mobilisation des finances climatiques pour le développement durable des pays ciblés à travers la mise en place du Fonds national RED+, dont celui de la République démocratique du Congo, adopté par le gouvernement sur une période de 5 ans. Reportage. Le gouvernement de la République, soucieux d'éradiquer ces menaces en vue de permettre au biome forestier de fournir sans faille les services environnementaux déjà mentionnés si haut et qui sont indispensables pour notre pays et l'humanité tout entière, le programme de gestion durable des forêts, PDGF en sigle, a été conçu avec les partenaires pour jouer le rôle d'appui au ministère de l'Environnement et du Développement durable, d'une part, et de mettre en place des outils de gestion, d'autre part, en vue de renforcer les capacités institutionnelles et de toutes les autres parties prenantes, avec pour finalité d'aboutir à la stabilisation du couvert forestier, lequel constitue un élément très important dans la promotion d'une économie verte. Ces programmes visent la mobilisation de la finance climatique pour le développement durable des pays ciblés à travers la mise en place du Fonds national RED+, FONARED en sigle. La date du 2 décembre 2022 restera dans les esprits des peuples autochtones pygmées. Et pour cause, la célébration à l'hôtel Béatrice de Kinshasa de la promulgation et publication de la loi numéro 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées. Reportage de Ruben Mayon Kiyunga et Hermen Goma, rendu par Marlène Bassoussou Sessakoum. Ce n'était pas une simple conférence de presse, mais plutôt une double cérémonie célébrée vendredi 2 décembre 2022 par la dynamique de groupe des peuples autochtones DGPA. D'abord celle de la promulgation par les présidents de la République, puis celle de la publication dans le journal officiel de la RDC de la loi numéro 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées.
À l'occasion d'une conférence de presse organisée dans la grande salle de Béatrice Hôtel, les acteurs et parties prenantes impliqués dans l'aboutissement de ce long processus de la promulgation de cette loi se sont retrouvés pour célébrer ce qu'on peut qualifier d'une victoire en faveur de cette catégorie de la population congolaise. Hier victimes de plusieurs formes de stigmatisation, de préjugés, de discrimination, de maltraitance et autres, ne jouissant pleinement de leurs droits, les peuples autochtones pygmées devraient donc se dire aujourd'hui heureux de disposer d'une loi qui les protège et promet leurs droits. Occasion pour le professeur Lapika de raconter en quelques mots la petite histoire de la jeunesse de cette loi qui est célébrée aujourd'hui mais qui a fait plusieurs années dans les tiroirs du Parlement. Mais le porteur de cette loi, c'est l'honorable Rubin Kachidi qui s'est dit heureux de voir cette catégorie de la population congolaise être dotée de cet arsenal juridique. Si l'initiative que nous avons portée aujourd'hui devient une loi, je ne peux que nous féliciter parce que c'est un travail collectif. La question elle est vraiment pertinente. Il faudra, et c'est ce que moi je dis toujours, la première sensibilisation doit être orientée d'abord aux pygmées eux-mêmes. Les pygmées eux-mêmes doivent comprendre la portée de cette loi et non la considérer que maintenant tout ça non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Ça a été dit ici que comme tout Congolais, les pygmées ont des droits garantis par la Constitution et d'autres lois du pays, notamment dans cette loi, mais ils ont aussi surtout des obligations. Donc ils ont des choses à respecter dans le pays. Plusieurs parties prenantes ont été mises à contribution pour aboutir à la promulgation et publication de cette loi, à l'instar de la Rainforest Foundation Norway, dont la chargée de gouvernance Angélique Mbelou a, au nom de la structure, s'est engagée à apporter davantage son appui pour la suite du travail à faire pour l'effectivité de la loi en faveur des PAP. Comment allons-nous rendre cette loi concrète? D'ores et déjà, je vous assure que Rainforest Foundation Norway s'aligne à continuer à accompagner les populations dans l'élaboration, la construction des outils qui vont permettre à ce que cette loi soit concrète, aussi bien sur les aspects politiques, économiques et sociaux. Nous garantissons notre apport et nous garantissons aussi de pouvoir allier d'autres partenaires techniques et financiers à pouvoir accompagner cet effort-là. D'ores et déjà, il y a des mécanismes tels que la DGEM avec la Banque mondiale pour permettre à ce que les communautés s'organisent et prennent des initiatives au niveau local, dans leur terroir. Pour cela, des projets et des programmes vont directement cibler les initiatives et les projets que les populations autochtones pygmées vont porter. Une première initiative sera pour l'année prochaine, la Facility, IPLC Forest Facility, que Rainforest et les partenaires de Forest for Life vont mettre en œuvre de manière à titre pilote pour apporter le financement auprès des populations autochtones pygmées et des communautés locales qui veulent valoriser les apports qu'ils ont sur les questions de lutte contre le changement climatique et de préservation de l'environnement. À en croire Joseph Itongwa du réseau des peuples autochtones REPALEF, toutes les parties prenantes ont donné les meilleurs d'elles-mêmes pour célébrer la loi malgré les débats houleux qu'il y a eu pendant le temps de son élaboration et examen. La terre, les valeurs coutumières de la terre incarnées par le peuple autochtone devraient être reconnues par ceux-là qui détiennent. Et que c'était difficile de trouver, qu'on est entré, on a des difficultés au niveau des terres pendant que les peuples autochtones ont ces valeurs. Ils investissent. Il y a beaucoup d'éléments. La pharmacopée. Il y a ceux qui font discrimination au peuple autochtone, mais qui recourent au peuple autochtone quand ils ont des difficultés. On ne peut pas le faire en cachette pendant qu'ils ont des valeurs. Mais c'est ce qu'on veut. On veut ce respect des différences. On ne veut pas qu'il y ait des gens à côté pour dire voilà, on veut vous donner un traitement. Non, non, c'est une reconnaissance, je l'ai dit encore, de ce que la culture du peuple autochtone vaut. Parce que si on va dans ce terrain de discrimination, on aura beaucoup de difficultés de comprendre vraiment la loi. On veut restaurer ces valeurs d'équilibre social.
La promulgation par les présidents de la République et la publication dans le journal officiel de la RDC de cette loi ne sont qu'une étape. Le dur qui reste à faire, c'est l'application sans faille de la loi, en commençant par son appropriation et sa vulgarisation auprès des peuples autochtones pygmées eux-mêmes et la population tout entière. Patrick Saïdi, coordonnateur de la dynamique de groupe des peuples autochtones des GPA, en est conscient. Les défis étant encore devant eux. La première étape pour nous, nous nous sommes dit, il faut déjà qu'on commence à développer d'abord les outils. Donc ce sont des outils qui doivent nous permettre à vulgariser la loi elle-même. Et derrière cette vulgarisation, ce que nous visons, c'est d'abord l'appropriation de la loi. Parce qu'il faut que la loi soit appropriée par les bénéficiaires. Et comme l'a dit aussi PCA Itongwa, et c'est tellement important, ce n'est pas seulement une loi pour les peuples autochtones, c'est une loi nationale. Même les non-autochtones, en tout cas, ils sont intéressés, ils auront un lien avec cette loi-là. Parce que nous parlons de la loi, on aura besoin que cette loi-là soit interprétée par les services étatiques. Donc franchement, c'est une loi nationale, et l'objectif, c'est la vulgariser, c'est pousser les gens vers son appropriation, mais avant qu'on y arrive, il faut qu'on développe les outils. Nous parlons des peuples autochtones pygmées. Il y a aussi un élément très important. Est-ce que tous ils parlent français comme nous autres, comme on est en train de s'étaler du haut de ces tribunes? Nous parlons des communautés qui vivent dans des zones où peut-être le français n'existe pas, il n'existe même pas. Nous parlons des communautés qui ne parlent même pas des fois les 4 langues nationales. Donc le travail, c'est arriver effectivement, non seulement à développer des outils, mais c'est rassurer que le message lui-même, il le perspective par ses bénéficiaires primaires de la loi. Donc, dans ces outils-là, il y aura un grand travail de la traduction de la loi. Et il y a aussi même des autochtones qui n'ont jamais étudié. Non seulement ils ne parlent pas la langue, mais ils ne savent même pas lire. Mais comment ils vont arriver à contenir le message qui est dans la loi? Donc, on doit aussi la traduire en images. Peut-être il y a aussi même des autochtones aveugles. Qu'est-ce qu'on ferait à ce moment-là, même pour les aveugles qui ne voient pas? On doit la mettre aussi en audio, on doit la mettre d'une manière en termes d'image vidéo. Donc, l'objectif, c'est arriver effectivement à permettre à ses bénéficiaires de cerner le message qui est dans la loi. Parce qu'on dit souvent, l'Africain, si tu veux lui cacher une information, il faut la placer parce qu'on n'aime pas lire. Et des fois, il y a des choses qu'on fait sciemment. Mais vu l'engagement qu'on a mis dans ces processus, le devoir qu'on a, c'est se rassurer que ce message passe. C'est se rassurer que réellement ces bénéficiaires arrivent à comprendre le contenu et qu'ils s'approprient le contenu. Au-delà de la vulgarisation qui est un grand chantier, le deuxième travail qu'on aura à faire et qui n'est pas le moindre, c'est le développement des mesures d'application. Parce qu'avoir une loi, c'est une bonne chose. Mais comment nous allons nous battre effectivement pour que les articles, les différents articles qui sont dans cette loi puissent effectivement se traduire en action. Et les mesures d'application ne sont que des outils, des canons, effectivement, qui doivent commencer à nous conduire petit à petit vers cette mise en œuvre effective de la loi. Donc il y a des contacts qui sont en cours avec différents ministères sectoriels, en tout cas qui ont chacun, en ce qui les concerne, comme mes collègues l'ont dit, sachant que la loi elle est transversale, elle touche à la vie nationale, elle touche dans tous les secteurs de notre pays. Merci, prof, pour votre présence ici, parce que l'aménagement du territoire est suffisamment représenté. Comment est-ce que l'aménagement du territoire arrive à prendre en compte effectivement la vision et la gestion de l'espace par l'autochtone dans ses propres politiques et lois? Comment est-ce qu'on arrive à intégrer ce genre de préoccupations dans la loi foncière qui nous crée déjà des problèmes? Et peut-être on aura le temps si le président Kapoukou nous en dira plus, parce que même les acquis qu'on avait dans la loi foncière, celle qui est au niveau du Parlement aujourd'hui, on vient de nous dire que tout a déjà été mis à côté. Comment la politique forestière en cours d'élaboration actuellement arrive à intégrer aussi les us et coutumes? On a parlé du système de gouvernance traditionnel des espaces par les peuples autochtones. Comment est-ce qu'on arrive à intégrer ces réalités-là dans la loi? On dit toujours que les autochtones sont les gardiens par excellence de nos forêts. Concrètement, comment est-ce qu'on traduit ce genre de réalités dans nos différentes lois au niveau national? Donc le travail qu'on aura, c'est le développement des mesures d'application. Et au-delà de développer les mesures d'application, on veut aussi faire un travail, en tout cas, étagé à plusieurs échelles, en fait. On a une loi nationale, nous avons plusieurs provinces. Aujourd'hui, nous trouvons les autochtones au moins dans 21 provinces dans notre pays. Nous savons tous que les autochtones ne partagent pas les mêmes réalités dans toutes les provinces. Quand on voit les autochtones de l'Est, n'ont rien à voir avec les réalités sur le plan contextuel, avec les autochtones, par exemple, de l'Équateur, les autochtones de la grande ancienne province de la Chopo,
quand on remonte vers Tanganyika avec les conflits actuels, les conflits liés aux mines, la valeur de la terre elle-même, ce ne sont pas les mêmes réalités. Dans notre vision, c'est de se dire qu'on doit travailler sur les édits provinciaux. Donc l'objectif avec ces édits provinciaux, c'est rapprocher les contenus de la loi encore une fois de plus aux réalités les plus spécifiques de chaque communauté. Tous ces défis exigent l'accompagnement de toutes les parties prenantes, appel lancé par John Banani, un des membres des PAP. Nous allons clore notre propos en lançant un appel solennel à toutes les parties prenantes, notamment à l'État congolais. Nous disons ceci, nous pygmées, votre implication, le gouvernement congolais, a été déterminante. Nous vous prions donc de faire preuve de la même volonté politique pour les prochaines étapes. Notamment, la première, la vulgarisation de la loi. La deuxième, l'élaboration de ces mesures d'application par différents ministères sectoriels pertinents. Troisième, le suivi de sa mise en œuvre. Nous avons adressé ces recommandations à notre État congolais, aux organisations de la société civile, ici présents. Nous disons qu'ensemble, nous avons été faire les lances tout au long du processus. Et en restant unis, nous devons continuer à fournir le meilleur de nous-mêmes en veillant au suivi de la mise en œuvre effective de chaque disposition contenue dans cette loi et à maintenir notre accompagnement technique comme cela a été toujours le cas, conformément à notre vocation et mission. Promulguée par le président de la République le 14 juillet 2022 et publiée au journal officiel le 15 juillet 2022, la loi numéro 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées rentrera en vigueur le 15 février 2023. Rendons-nous à présent à la colline inspirée où les contenus de 5 spécialisations du programme Master en ressources en eau dans les bassins du Congo a été validé mardi 29 novembre 2022 au Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, CREBAC, situé dans l'enceinte de l'Université de Kinshasa, UNIKIN. Voici les détails dans ce reportage de Ruth Kambaji et Armen Goma. Plusieurs professionnels du secteur de l'eau, experts et autres scientifiques se sont réunis au Centre des recherches en ressources en eau du bassin du Congo, CREBAC, autour du programme de Master en ressources en eau pour identifier, développer et valider les contenus des 5 spécialisations du programme en Master en ressources en eau de l'École supérieure de l'eau. Cette formation de ressources humaines sur les questions de ressources en eau va permettre aux étudiants et autres apprenants d'être capables de répondre aux enjeux de l'heure, d'appréhender et de gérer de façon intégrée et transversale les ressources en eau en vue de maximiser le bien-être économique et social qui en résulte sans compromettre la pérennité des écosystèmes vitaux. L'objectif de cet atelier est d'évaluer les contenus des 5 spécialisations de formation en ressources en eau, d'identifier l'expertise nécessaire et de faire des propositions concrètes pour que la formation réponde aux besoins réels. Il était question pour ces professionnels, experts et scientifiques de définir les orientations des spécialisations. Il est question maintenant que nous puissions définir les orientations pour les spécialisations. Nous avons 5 spécialisations. Nous avons la spécialisation eau et énergie, deuxième spécialisation eau et navigation, troisième spécialisation eau et biodiversité, quatrième spécialisation eau, irrigation et sécurité alimentaire et cinquième spécialisation c'est eau potable et assainissement. Alors les étudiants qui ont déjà terminé leur tronc commun de premier semestre sont maintenant appelés à se choisir l'une des spécialisations. C'est ainsi que nous étions ici avec les experts pour revoir les contenus de ces spécialisations pour que cela réponde réellement aux besoins exprimés sur terrain par les institutions au niveau pour la gestion des ressources en eau dans notre pays et au niveau de la région de l'Afrique centrale. Ces 5 spécialisations sont notamment eau et assainissement, eau et énergie, eau et navigation, irrigation et sécurité alimentaire et enfin eau et biodiversité.
Des spécialisations devront permettre aux étudiants et apprenants d'intégrer les institutions tant du secteur public que privé, d'identifier les problèmes réels de gestion des ressources en eau et par ricochet répondre aux besoins de la société en matière de gestion, eux-mêmes utiliser des ressources en eau qui sont également un bien économique comme social. Cet atelier est vraiment d'une importance capitale puisque nous venons de finir avec les cours du premier et du second semestre. Alors, il aurait fallu qu'on puisse préparer pour nous un curricula, les cours qu'on devait voir dans la spécialisation. Il a été question de mettre en place les unités d'enseignement qui devaient être beaucoup plus pratiques pour qu'à la sortie de ces masters, que nous soyons en mesure de résoudre les problèmes concrets sur terrain. Pour enrichir les débats et les documents d'études, les participants se sont répartis en 5 panels pour réfléchir à fond autour du processus de la mise en œuvre du programme des masters en ressources en eau. Ces différents panels ont donné lieu à une panoplie de recommandations. Dans les groupes spécialisation eau et biodiversité. Et dans ces groupes, nous avons eu à énumérer quelques éléments constitutifs, entre autres les impacts qui tient à mon domaine de formation, les impacts humains sur l'écosystème aquatique et qui affectent la biodiversité. Donc c'est une spécialisation qui va dans le sens de l'évaluation d'abord de la biodiversité, de la protection de la biodiversité et de la restauration de la biodiversité. Voilà donc l'essentiel dans cette spécialisation. Satisfaction pour le professeur Jean-Marie Kayembentumba, recteur de l'UNIKIN, du travail abattu par les professionnels, experts et scientifiques du secteur en eau, tant sur les recommandations auxquelles ils ont abouti à un rapport avec la mise en œuvre du programme de master en ressources en eau que sur les valeurs intrinsèques de la ressource en eau tant que bien social et économique. Nous sommes fiers réellement pour cette école à vocation régionale, sous-régionale et pourquoi pas mondiale. Nous rêvons de cela, étant donné que notre pays est quand même un des mieux fournis en termes d'eau et en termes de forêt. RDC Solutions, d'où est partie certainement UNIKIN Solutions. Mais les solutions ne viendront que des réflexions qui se font de manière transversale comme vous, qui nous faites découvrir aujourd'hui que l'eau n'est pas aussi simple qu'on y pense. C'est déjà un composé hétérogène en lui-même. C'est déjà une source d'énergie extraordinaire. Et lorsque un pays n'a pas d'eau potable, c'est voué complètement à la mort. On a même l'impression d'en avoir un peu de trop. Parce que chaque fois qu'il pleut, la conséquence, la première, faute d'irrigation, j'ai entendu que vous entreprenez une formation également dans l'irrigation des eaux. Comment ne pas nous permettre de résoudre des problèmes multidimensionnels qui appellent absolument une réflexion pas unique, mais aussi plurielle. Donc c'est un encouragement particulier pour nous. Promouvoir les services en ressources en eau à travers la formation et les renforcements des capacités est la clé à la valorisation des ressources en eau du bassin du Congo. La nécessité était donc pour l'École supérieure de l'eau du CREBAC de concevoir depuis 2018 un programme de formation en faveur des experts pour répondre aux besoins de la RDC et de la région de l'Afrique centrale en matière de la gestion des ressources en eau dans le bassin du Congo, tout en tenant compte des aspects liés au changement climatique. On ne peut pas protéger une ressource sans en avoir une réelle connaissance. Voilà pourquoi le professeur Raphaël Chimanga, directeur de l'École supérieure de l'eau de l'UNIKIN et directeur du CREBAC, insiste sur la formation et le renforcement des capacités de ceux qui sont chargés de gérer cette ressource indispensable et vitale pour l'humanité. Le professeur Raphaël Chimanga est une fois de plus au micro de Ruth Kambagé. L'eau est connue puisque nous utilisons au quotidien l'eau. Quand nous nous réveillons, nous utilisons l'eau. L'eau se trouve dans les habits, dans les aliments que nous mangeons. L'eau se trouve partout, n'est-ce pas? Et surtout dans notre région qui est abondamment irriguée,
avec un réseau hydrographique dense, c'est que l'eau est connue. Alors, les problèmes, ce n'est pas la connaissance de l'eau comme telle, ou bien mais les problèmes, c'est la valorisation de cette ressource. Qu'est-ce que nous faisons de cette ressource dont nous sommes dotés en abondance? Et c'est cela même l'objet de ce programme, pour voir comment est-ce que nous pouvons développer les capacités nécessaires qui vont aider la région, le pays et l'Afrique à pouvoir mieux valoriser la ressource en eau et ne pas la gaspiller et la protéger dans le contexte du changement climatique. De 1995 à 2022, 27 éditions de la conférence des parties sur le climat ont été organisées par la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. La dernière édition en date est celle tenue à Sharm el-Sheikh en Égypte du 6 au 20 novembre dernier. Comment se sont déroulés les travaux? Quelles en sont les retombées pour la République démocratique du Congo et quelles sont les perspectives? Votre magazine RDC Environnement a approché Maître Eric Kassongo, président du Centre congolais pour le droit du développement durable CODED. Il est au micro de Ruben Mayonintia Kiyunga. Regardez. Ce que je peux dire de ce que j'ai constaté, c'est que nous avons eu l'opportunité d'assister, comme d'habitude, à des grandes discussions, cette fois-ci sous la houlette d'un État africain, avec cette lourde responsabilité qui est d'assurer les relais du travail entamé à Glasgow par la présidence britannique de la conférence lors de la COP26. Et une COP qui était placée sous l'égide de la mise en œuvre, puisque depuis l'adoption de l'accord de Paris, il y a eu plusieurs COP qui ont eu pour rôle de baliser les chemins, de préparer les règles de mise en œuvre. Ces règles de mise en œuvre ont pris beaucoup de temps pour être adoptées parce que, comme les discussions au sein de la COP se passent de façon consensuelle, ce n'est pas facile de mettre d'accord tous les pays. Et donc parfois les discussions prennent beaucoup plus de temps que prévu. Mais beaucoup de ces discussions-là ont été ont atterri avec l'adoption d'un certain nombre de règles qui clarifient comment est-ce qu'il faut mettre en œuvre l'accord de Paris. Donc il fallait maintenant se préparer à la mise en œuvre de façon concrète de tout ce qui a été adopté ou considéré comme des petits succès récoltés au niveau de chaque COP pour permettre à ce que l'action, la véritable, puisse commencer sur le terrain dans le cadre de toutes les stratégies mises en œuvre pour lutter contre le changement climatique, l'atténuation, l'adaptation et la finance climat, mais aussi cette épineuse question des pertes et dommages. Donc, les discussions ont eu lieu, certes. À un moment donné, ça a donné l'impression qu'on était dans une impasse, parce qu'il faut se dire que même si certaines des décisions ont été annoncées, notamment la création de ces fonds sur les pertes et dommages, il reste encore d'autres aspects des questions qui n'ont pas fait l'objet d'unanimité ou d'accord entre les parties et certaines exigences de certains pays ou de certaines régions qui n'ont pas été mis à l'ordre du jour pour être discutés. Il y a aussi certains engagements, comme par exemple les engagements des Glasgow de certains pays puissants pour travailler sur les processus de désinvestissement dans les énergies fossiles. La question n'a pas été très grandement discutée lors de la COP27 pour dire que certes il y a des avancées, des petites avancées, mais il y a aussi des sujets qui restent encore des sujets de grande préoccupation. La bonne nouvelle, ce qu'il faut considérer, c'est que la COP27 est sortie avec ce qu'on appelle
le plan de mise en œuvre de Sharm el-Sheikh. Et c'est ce plan de mise en œuvre-là qui comprend quand même un certain nombre d'engagements forts qui peuvent dessiner l'avenir de la lutte contre le changement climatique et si justement les États partis se montrent beaucoup plus sérieux, en particulier les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Mesdames et messieurs, RDC Environnement de ces jours est ainsi terminé. Merci de nous avoir suivis. Merci à Ruben Mayo-Ninsia Kiyunga, Guilhem Mouzembe de Gonzac, ainsi qu'à toute l'équipe rédactionnelle et technique qui a concouru à la réussite de ces numéros de RDC Environnement. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.